Oui, bonjour tout le monde. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour ce débat. Voilà, ce débat aujourd'hui porte sur la lutte contre l'impunité. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de torture en Algérie avec le cas de Walid Naqish qui a déclaré devant le tribunal qu'il a été torturé, qu'on a violé son intimité. Beaucoup ont oublié que dans les années 90, la torture était systématique. De nombreuses personnes ont été torturées à mort. Nous avons récolté beaucoup de témoignages sur la torture des années 90. On oublie aussi la torture des familles de disparus qui vivent depuis plus de 20 ans, beaucoup plus de 20 ans, avec cette douleur, cet espoir et ce désespoir entre est-ce qu'on va retrouver nos enfants vivants, est-ce qu'on va savoir la vérité un jour, est-ce qu'on va pouvoir juger les auteurs de ces crimes, est-ce qu'on va savoir, est-ce que toutes les questions que se posent les familles de disparus en Algérie sont une forme de torture qui est incessante, une forme de torture incessante et douloureuse, inaccessible de ne pas savoir ce que sont devenus nos enfants et pourquoi ils ont été arrêtés, comment ils ont été arrêtés, pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu le droit de savoir, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas eu le droit à la défense, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas eu le droit à un avocat, pourquoi. Ce sont toutes les questions que se posent les familles de disparus en Algérie. Et l'impunité règne avec la charte et ses textes d'application, la charte dite pour la paix et la réconciliation nationale, d'où l'article 45 de cette charte nous impose le silence parce qu'elle nous interdit de nous adresser à la justice de notre pays. Cet article 45 des textes d'application de la charte nous dit que nul n'a le droit de déposer plainte contre les agents de l'État qui ont dignement servi la nation. Donc, c'est une double torture pour les familles de disparus et pour les victimes en général, quelles que soient les victimes, que ce soit les victimes terroristes, parce que ces textes d'application de la charte viennent encore une fois amnistier des groupes armés islamistes, des criminels qui avaient pris les armes et les maquis et qui ont été terrorisé la population pendant plus d'une décennie. Et il y a eu la concorde civile en 1999. Avant 1999, il y a eu déjà la loi sur la rahma pour pardonner aux islamistes. Après, il y a eu le décret amnestien en janvier de 2000. Et en 1999, Bouteflika a fait appel a organisé un référendum sur la concorde civile. Cette concorde amnistiait les groupes armés, encore une fois, qui déposaient des armes et qui n'avaient pas commis de massacre, attentats à la bombe, violé, mais on a vu des repentis revenir qui étaient dans les maquis, donc ils n'étaient pas en train de prendre le soleil dans les maquis. Ils ont été amnistiés et malheureusement, en 2005, nous avons la charte pour la paix et la réconciliation nationale qui a été adoptée par référendum et ça en est suivi les textes d'application de cette charte. Non seulement c'est l'impunité totale maintenant, les groupes armés et les agents de l'État, mais aussi on est menacé de 3 à 5 ans de prison par l'article 46 de ce texte d'application. 3 à 5 ans de prison, quiconque ternit l'image de son pays au niveau national ou international. Donc voilà l'impunité des auteurs de criminels qui ont sévi pendant plus de 10 ans, qui ont terrorisé la population, et de l'autre côté, les agents de l'État qui ont réprimé avec une violence inouïe la population algérienne. Voilà, sans plus tarder, parce que nous avons déjà plus d'une demi-heure de retard, je vais passer la parole à Nawel Taïleb, qui est euh, euh, doctorante en droit, qui est responsable du bureau d'Oran et du Centre de recherche pour la préservation de la mémoire et l'étude des droits de l'homme que nous avons créé à SOS Disparu, c'est-à-dire nous, le CFDA SOS Disparu, que nous avons créé en 2014. Donc, c'est un centre en vocation à mener des études sur la vérité, sur la réparation, sur la mémoire, sur la justice, de différentes études, la justice transitionnelle, entre autres. Euh, et il accueille aussi les étudiants, les professeurs d'université qui amènent leurs étudiants pour faire des ateliers de lecture, des ateliers d'expression,
C'est un centre qui est assez vivant. Malheureusement, un peu moins que les premières années parce qu'avec le Covid, ça a beaucoup régressé. Mais bon, il y a quand même les étudiants qui continuent à fréquenter ce centre. Et j'aurais aimé que soient présents aujourd'hui avec nous, ces étudiants, pour qu'on puisse discuter avec eux sur le droit, sur ce qu'ils apprennent en droit international surtout. Voilà, merci. Je passe la parole à Nawel qui va modérer cette session. Il y a l'écho, on n'entend pas, il y a l'écho. Hein. L'écho. C'est bon? Très bien. C'est bon, Hakam, c'est bon? Oui. Ok, très bien. Donc, نرحب بعائلة المفقودين السيدة عائشة، السيدة وليد فاطمة، السيد بشير اللي حاضر معنا كعائلة مفقود، والأستاذ المحامي أحمد مبرك، هو أستاذ المحكمة العليا لولاية فرنسا ووكيل الجمهورية سابقا. كذلك شارك معنا في الملتقى الأستاذ مصطفى هو أستاذ محامي والأستاذة حبوس ناصرة وهي أستاذة محامية لدى المحكمة العليا لولاية تيزي وزو وعضو في رابطة المحامين. في انتظار الاستفسار بالاساتذه كل بوشاشي اللي راح يدافع على قضيه رشيد نكاس والاستاذه حدوش في قضيه وليد نقيش. نحن نعطيو الكلمه للاستاذ المحامي احمد مبرك في افتتاح. Heureux de participer par des choses à cette réunion et surtout dans mon cursus professionnel, j'ai eu à gérer beaucoup de cas de disparus. J'ai même eu des dossiers entre les mains par ma qualité d'avocat et de président de la Ligue des droits de l'homme dans la région. J'étais dans la région de Saïda El Fayed durant toutes les années de la décennie noire. Et actuellement, en tant que défenseur des droits de l'homme et défenseur de tous les personnes arrêtées dans le cadre de l'exercice de leur droit d'opinion, je suis dans le collectif des avocats du Hirak. Et donc, je pense que ce problème de l'impunité, c'est vrai que ce système a mis en place un réseau légal. On a légalisé l'impunité à tous les niveaux. L'impunité d'abord dans cette affaire de disparus. Actuellement, on a vu l'affaire Hadi Walid Markesh qui a mis, si vous voulez, qui a révélé finalement un phénomène, le phénomène de la torture qui existe depuis très longtemps, mais qui a été toujours omnibulé, qu'on a essayé de cacher. Mais maintenant, les gens commencent à dévoiler et commencent à parler ouvertement de tous ces cas. Les cas des disparus sont des cas qui, normalement, nonobstant tous ces textes, il faut, je pense, ça c'est mon avis personnel, je pense qu'il faut aller à la vérité, que les familles de disparus sachent exactement où sont ces enfants, où ont été ces enfants, pour d'abord, s'ils sont morts, ils sont morts, s'ils sont toujours vivants, qu'ils sachent qu'ils sont toujours vivants et qu'au moins que les gens sachent la vérité et que les auteurs de ces crimes ne soient pas impunis. Il n'est pas question qu'on puisse, à un moment ou un autre dans notre société, si on veut évoluer et bâtir un état de droit, il faut que chacun des responsables des violences, des tortures, des disparus soit traduit devant une justice indépendante et que chacun ait ses droits. Maintenant, il revient aux familles de disparus, si le jour où elles ont ce désir de se désister de droit à la vérité, personne ne peut, disons, les remplacer ou agir par mandat
pour ces personnes. Et donc, tous ces textes qui ont été pris, cette concours, le texte, moi, je pense que tous les sites, même si on parle par ce référendum, on a fait passer ce texte sur la concorde civile, je pense que de toute façon, tout le monde le sait, nos élections, tous les c'était de véritables les dernières élections que nous avons. Donc, je pense que le droit à la vérité, on doit y arriver. Tous les citoyens algériens est parti de ne pas accepter un tel texte ou accepter cette impunité qui a été légalisée par le système. Voilà. شكرا أستاذ مبارك على هذه المداخلة. الموضوع أكيد هو الكفاح من أجل الكفاح من أجل الإفلاس من العقاب. بدون أن ننسى أنه في فترة التسعينات هنالك العديد من المفقودين الذين كانوا ضحية تلك الفترة. وهنا الأستاذ هنا عائلات المفقودين موجودين معنا. السيد السياسي في تلك المرحلة يعني صارت أحداث وعذبت تلك المرحلة. خلينا نشوف لكم عائلات المفقودين اللي يتحدثوا معكم في هذا الموضوع. تفضلي. أنا ولدي داو في 94 وعاود من 94 عام داو ولدي الآخر حكموا عليه 4 سنين. 3 شهور هو في ما داش وعذاب وعذبوه كي دار ولدي هذا اللي 4 أشهر داوني أنا كنت حامل شهرين وعذبوني ضربوني خلوا ذاك ولا ما نهضروش عليه. واليوم راني طالبه على ولدي ميت ما صح Nawel, on n'entend pas bien. قلت لهم ورونا ابوكم بر وين راح. انا كي نعرف بر وين ثم هذا هو نصير بنتي. احنا نطالبوا على ولادنا ما نسمحوش كي ولادنا حتى نموتوا وإلا متنا ربي يرحمنا ما نسمحولهمش الشيء اللي داروا فينا ما نسمحولهمش به. ما نسمحوش أستاذ ما نسمحو حتى لواحد. العذاب اللي عذبونا ووصلونا ما خلاو ما داروا ما نسمحوهمش. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. الحمد لله. وانا في 99 وكان الحال تاعك الدكان تاعو في شفاعة الدواء كنت ما بالي ونطالبوا بحق المضروب وما نسموش بحقنا شان الدولة بلادنا الدولة بلا بحي يقولوا لنا ولا موت يقولوا لنا وهذا اللي نقوله. حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صديقة الجميع أحبابنا جميعا. أنا أم والد وهاني نحوس على ولدي هذه مدة من سنين. رحنا في 29 سنة من 1903 حتى الآن. لا خبر لا دراية لا عنوان لا أي شيء. وولدي داوه من الحي وين نسكنو وفي حي لافونتين. وكان عند طبيب تاع الأسنان جاي قال عاد روسو ودمو يسيل. ولما داوه جاو الجيران علمونا وخرج بابه بالحفا خوه بالحفا. ما تصورش
صدمة انصدمنا. ولدي في الحومة الناس قاعد تتكلم عليه، ولدي ما يأديش، عاقل لواحد الدرجة اللي ما يأدي حتى واحد. وفي الأخير اش غادي نقول بنتي، داو العزيز، حطموا لنا الحياة، حطموا الأب مرض، الولد والبنت عندو زوج، عندي غير زوج، البنت والولد حياتهم تحطمت للآن مازالوا قعدوا لي ما بغاو يتزوجوا، ما بغاو الولد حتى لهاد الأواخر، هذا نحكي بالحياة العامة. وهما لما داوه مخابرات، جاو 3 تاع السيارات، كان شهود في الحومة، 3 تاع السيارات، حطوا السيارات تاع الاخر تاع مارجين داوه. وكي هودو هو كان عند صديقه مشى يجيب، كانت قال عاد درسات دم يسيل لهم فمو، مشى يجيب دواء عليه ويجي، هو خرج وهما جاو يجريو عنده وحسب يديو له السياره، قاس لهم المفاتح وجا هارب. قعدوا يطلقوا في الرصاص، في هما سيفين ما لابسينش، ماشي مين يضربوا في الرصاص بالسما. وقف الموقف، الحاجه اللي تألمك ماشي، ما كانش انسانيه. كتفوا يديه موراه ويديروا في لامال تاع السياره تاعو وخاضوه. هي ما عرفناش من الان بنتي، مازال ما نعرفوش المصير كيفاش. ونطلبوا احنا درك واش نتمناو، نطلبوا يبينوا حي والا ميت، وما نسمحوش غير يوم الدين. واللي كان سبب في المأساة تاعنا، نهار يجي ملك الموت ياخذ روحه، نوقفوا له في الحلق، الشوكه في حلقه ما تدخلش الروح، والحق عند الله. ونتمنوا باش يصارحونا، يعطيونا الحقيقه. ما بغينا منهم والو، عرضوا علينا الاموال باش نبيع ابني، ولا بمال الدنيا ما نبيعش ابني. يا بنتي لما نجي نحط راسي في المخده ننعس، ما ننعاش، الناس راهي ناعسه وحنا نحسبوا كيفاش راه صاريب، واش حي وميت، واش راه معذب، واش راه نايم، واش راه واكل، واش شارب، كيف حاله، والمسجون كيف يكون حاله في هذا الزمان. نطلبوا الله الكريم يحط رحمته علينا ويشوف من حالنا، وهادو اللي هذا تنزل في قلوبهم شي الرحمه، يتحنوا يوريونا ابنائنا، ما نطلبوا منهم والو. والخلاص عند ربي، خلاص كاين في الدنيا المصير هنا يخلصوا، بصح عند ربي. هنا درك ما نقولوش، لما يبينوهم لنا نعرفوا واش نسمحوا ولا ما نسمحوش. هذا هو الشيء اللي نتكلموا فيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من حاجة سياتي تحكي لنا كيفاش عذبوها، احكي لنا. نهار يداوك الحاجة سياتي، احكي لنا كيفاش نهار يداوك، كيفاش تعذب. انا داوني 23 راحوا عليه، دخلوا خرجوني، بغا يخرجني غير هكا، كانت من الحفال فتهدرت على راسي وخرجت. كي ركبوني في اللوطو هبطوا لي الحايك على وجهي باش ما نشوف، وقعد يسب فيا في وسط اللوطو، يسب فيا. كي داوني قعدوني في ذاك الكرسي، قال لي هضري شكاين وشاكل، وين كنت تمشي وشكون كان يجي عندك وشكون. قال ما كان يجي عندي حتى واحد وما نعرف حتى واحد، دوك ولادي داينهم وزايدين لي انا. قال لي انا نقول لك هضري، قال له دير البريز، دار البريز. والاخر وقف لي من رابط واحد المطرق بالظهر تاع جلد، رابط المطرق تاع جلد. قال لي قولي هضري، قلت له ما عندي ما نهضر، شحال نهضر نجيب كل الناس من الطرف، نجيب نقول غاشي شان. قال لي نقول لك هضري، وقلت قال لي نجمو نجيبوها في القصبه، على هذا حط قاضي. قلت له تجيبها ولدي صايفات القصبه واش. قال لي جيبوه. قلت له انا ما نعرف حتى واحد ما نعرفه، وداني في الباطل خافوا ربي والو. هيا قاعد يديروا لي في تريسيتي والتاليه بالمطرق هنا. شحال قعدتي عندهم الحاجة؟ عند كي كانوا يعذبوا الدار البيضاء 4 أيام، 4 أيام قعدت عندها، 4 أيام بالمطرق. وعاودوا هنايا قاضي ظهري هنايا تريسيتي، هاد قعدت نسكي. كي بغا يحرص لي هكا بالمطرق القاضي توقفت،
توي غادي توقف جا واحد جا كوميسار تاعهم دمر الباب قال على نفاتحهم كتفي لي يديا منا ديري لي يديا منا كيما جا هذاك حل داوني داك السيلون ظلمه قد هاك شو نكسر كعي قعدت نبكي ما عاد ما تشوفيش جاني قال لي شوفي روحي قال لي شا قال لي نصلي العصر ومن بعد قال لي نتبالى بيك هذا اللي عذبني هذا يقول له الحبيب هاك يا الحاج نصلي العصر ومن بعد قال لي نصيحه قال لي نصلي ومن بعد نتبالى بيك هذا مو التعذيب جا واحد حل عليا الباب قال لي روحي للصاله اللي هي ديك الصاله قعدي فيها قلت له باغي تعاودوا تعذبوني هذاك اللي جا حل عليا خاطيه زي جوج اللي عذبوني قال لي شوفي والله ما يحط عليك صبعه واحد فيهم قعدوني الغدوه قضبتني الكريس على طاسو طلعت لي طاسو قضبتني الكريس داوني للسبيطار كي داوني للسبيطار جوغما ما بغاوش يعطوها لي جوغما ما بغاوش يعطوني الماء اللي يفوت نقول اعطيني غير شويه في السبيطار ما بغاش يعطوني دخلت ردوني لقيت وحدين هذا اللي لقيته يسكنجين دانا والله كتر خير كان معاهم ما بغاش ليا جاب القهوه وقعد مسكين راسو مني حبس هرب راح جات أمة تياتي كانوا محطين بواب أيوا هذا دخل من حد عام خطأ عام وشهر وهذا تاع شكاوي وجات هذا الزواج وشافوني حكيت لهم كان فيها الأب هكا كتدربي هي في الحق هي واللي دار والمهم ما سمعوهم انا ما نكذبش انا خاطر داروا في باطل حتى المسلمين انا مرات تعذبني داي ولادي وكنت خايفه عندي قاعدين هذوك بنات قلت لها واحد صغار في كنت خايفه لا يولوا بناتي ولا شي حاجه ها ونهار الثاني مع عام وشهر لا كنت يعذبونا دخلنا ما دار اللي ممكن هي تكون عندها السلطه وتكون عندها في يدها الادوات اللي توصل باش تسمع كل جميع الاطراف وتوصل عن الحقائق تبحث عن الحقائق في كل مسرى في هذا الميدان خاصة انا نظن باللي والميدان تاع التعديل ولكن في الجانب السياسي كل القوانين اللي جاو خاصه رمى الى العكس بما ان كل القوانين اللي جاو خاصه واحد الوقت بغاو يديروا نشاط البروبليم هذا تاع لي ديسباريون بروبوزون دي اكسترا ولكن ما نظنش هذا هو الحل خاصه تاع الابناء تاعهم هذا من ناحيه ومن ناحيه اخرى يبقى المشكل تاع العقاب تاع الناس او المسؤوليه تاع الناس اللي قاموا بهذه الافعال اللي هما افعال غير انسانيه وافعال غير قانونيه وما يسمح بها حتى قانون وما يسمح بها حتى قانون. لهذا انا نظن باللي
الطريقه اللي استعملت او الطريقه اللي استعملت باش نجيبوا حلول لهذا المشكل تاع المفقودين، والمشكل تاع مسؤوليه من قاموا به. ورحنا خارقين جميع القوانين، خاصه بان الجزائر راها ماضيه على مجموعه من القوانين الخاصه ضد التعذيب، ضد في هذا المشكل تاع المفقودين، التعذيب ومجموعه كثيره من الحقوق الاساسيه تاع الانسان. لان نشوفوا في التطبيق في هذه الحاله حتى من ديك لي فاموز كوميسيون كي اون ايتي انستيتوي ان نو با جوي لو رول فيريتابل. اي دونك نظن باللي الدور اليوم اللي راه رايح خاصه في بناء دوله القانون، اول شيء اللي الا باغيين نبنيو دوله القانون وهو خصنا نراجعوا هذه القوانين اللي صدروا في هذا الميدان، خاصه لو فامو تيكست سور لا كونكورد سيفيل الى اخره. انا ما نعتبره باللي ماهوش قانون منصف، خاصه لهذه الاطراف اللي هما الضحايا، اللي كانوا ضحايا في الجانبين، ضحايا الارهاب وضحايا النظام اللي استعمل العنف واستعمل هذه الطريقه تاع التعذيب ضد ابناء تاع هذه الناس. ولهذا انا نظن باللي اليوم مازال كما يقولوا لو ديبا توجور اوفير، والمشكل مازال مطروح، وما نجموش نغلقوا هذا الملف باي قانون ما اذا ما يكونش قانون وين يكونوا هذه الاطراف هما اللي كي بارتيسيب لان هاد الناس ما طلبوش منهم الراي نتاعهم في الوقت اللي داو هذه القوانين. ولهذا نظن باللي لحد اليوم مازال خاصنا نرجعوا، واذا كان شي لجنه قانونيه او العداله خاصها تلقى الطريق او الاطار اللي تعالج فيه نهائيا هذا المشكل. ما دام ما عالجناش هذا المشكل تاع المفقودين، نبقاو توجور كيما هذاك الانسان اللي خاصو حاجه باش يزيد. on peut pas construire ni un état de droit, ni une démocratie, ni une justice véritable si on ne répond pas de manière véritable لهذا المشكل. كاين لجون، كاين nous avons énormément de ligues de droits de l'homme, nous avons énormément de commissions, nous avons énormément de personnes qui peuvent apporter une solution à ce problème, ولكن en concertation مع الأطراف les principaux intéressés وهما هاد الأبوين والأبناء نتاع الضحايا اللي نتاع. Mais je voudrais juste, pardon Nawal, juste pour une question à mettre Mbarak. On a à Oran énormément de femmes qui ont été, ce n'est pas Madame Tiarti qui a seulement été torturée. Je pense aussi à Madame Allah yarhamaha, elle est morte maintenant citée. Je pense à d'autres femmes dont j'ai recueilli le témoignage de torture dans les années 90. Énormément de femmes ont été torturées dans ce centre, dans cette caserne qu'ils appellent Dar Beida, ou bien l'autre centre qui est malheureusement très célèbre, qui était célèbre à l'époque, c'était Magenta. Beaucoup de femmes ont été torturées. Bon, moi-même à Alger, j'ai pris des témoignages de femmes qui ont été torturées dans les... on a à Alger, on a une dame, Madame Silmouni, elle a été torturée et violée dans le commissariat de Salambier, à Salambier. Elle n'a jamais osé en parler, mais c'est son mari qui en parle. Elle a été violée devant son mari. Ils ont arrêté le couple et leur fils qui est disparu, je crois, aujourd'hui, et ils ont été torturés tous les deux, et elle violée dans le commissariat de Salambier à Alger. Et d'autres, et j'en passe. Je parle des femmes parce que, bon, je suis une femme et que je suis mère de disparus.
mais je crois savoir, et Nordine peut me corriger, que la torture dans le droit international est prescriptible. Je crois qu'il y a 10 ans de prescription. On ne peut plus déposer plainte au niveau non, au niveau international, on peut déposer plainte, pardon, contre au comité contre la torture, mais au niveau national, je crois que le crime, c'est Monsieur Maître Mbarak qui peut me corriger, pardon, j'ai confondu. Le crime est prescriptible. Quels sont les recours aujourd'hui qu'on a pour déposer plainte contre ces agents de l'État, sachant que nous n'avons plus le droit de le faire devant la justice algérienne? Enfin, sous toute réserve, parce que depuis quand même plus d'une quinzaine d'années, je ne suis pas occupé de cet aspect des choses, mais ce qui est certain, c'est que les textes qui ont été votés ici en Algérie ont assuré une impunité à ces crimes. Mais je pense que sur le plan international, il n'y a pas de prescription de ces crimes. C'est pour ça que de toute façon, tous les tortionnaires algériens et particulièrement certains généraux ont toujours préféré fuir l'étranger, etc., de peur qu'on puisse à n'importe quel moment ouvrir des poursuites contre eux. Pourquoi? Parce qu'au niveau national, c'est vrai que la justice algérienne a fermé toutes les portes et puis à partir du dernier texte, cette fameuse concorde nationale, pratiquement on a fermé, on a assuré l'impunité en fermant, si vous voulez, la possibilité à ces personnes de recourir contre leur éventuellement tortionnaire, même s'ils le retrouvent. Donc ça, je pense que on est à ce stade, mais rien n'interdit, rien n'interdit que demain, si le Hera et si notre évolution réussit à faire des avancées en face du système actuel et du pouvoir en place, de revenir sur ce texte. Il n'y a pas de textes qui sont immuables. Et on peut toujours revenir d'une manière ou d'une autre, quitte à revenir à un autre référendum en la matière. Bien sûr, vous avez vu que toutes les différentes constitutions qui sont venues depuis 2018 et cette dernière constitution, nous sommes toujours dans un même juridique, dans un même cadre d'immunité et vers cette absence de poursuite contre les éventuelles personnes impliquées dans les affaires de torture. On le voit même à l'heure actuelle. Les dernières, chez nous à Oran, les dernières arrestations qui ont eu lieu durant la période des élections, nous avons eu plus d'une quarantaine, 400 arrestations à Oran la veille des élections présidentielles. Des personnes ont été malmenées, arrêtées à tort, insultées, injurées. Nous avons j'ai recensé une centaine de personnes qui étaient disposées à déposer des plaintes. Nous avons été les premières villes à déposer des plaintes pour exactions, injures, etc. contre les services de sécurité qui avaient arrêté des personnes à l'occasion de la veille des élections et au lendemain des élections. Et nous avons des affaires qui ont été déposées, des plaintes qui ont été déposées devant le parquet de la République. J'ai moi-même une plainte déposée en mon nom au titre d'une personne du Hirak au niveau du parquet général depuis plus d'une année. Elles sont toujours soi-disant en enquête. Et on sait quelles seront les enquêtes parce que de toute manière, actuellement, la justice n'a pas les moyens d'agir contre les propres services de sécurité qui normalement sont sous contrôle. Le principe, bien sûr, en droit, le parquet général et les parquets de la République ont sous leur autorité les officiers de police judiciaire et donc tous les officiers de police relevant des différents services de sécurité. Mais dans la réalité, ce sont les services de sécurité qui actuellement font ce qu'ils veulent
et la justice n'a aucun moyen de contrôle sur là-dessus. Et pour preuve, nous avons plus d'une cinquantaine de personnes qui ont été déposées des plaintes contre les services de sécurité pour avoir été malmenés, maltraités, injuriés dans les locaux de la police et au moment de leur arrestation avec des certificats médicaux. Et jusqu'à l'heure actuelle, aucune suite n'a été donnée à ces affaires. Donc, vous voyez que nous sommes un peu dans le même système, dans la même politique de couverture et de l'impunité de tous les agents intervenant à l'intérieur des services du système. Je ne mets pas en totalité, mais je sais que moi, à travers le terrain, la totalité, mais je sais que moi, après les procédures qui ont été fomentées au moment des arrestations d'ailleurs arbitraires, il y a eu des gens qui ont subi des services et des services de police jusqu'à l'heure actuelle. Il n'y a eu aucune suite aux différentes plaintes que nous avons déposées. J'ai actuellement enregistré une cinquantaine de plaintes qui sont enregistrées au niveau du parquet d'Oran contre les services de sécurité, les différents services qui ont intervenu au moment de ces arrestations. Et jusqu'à ce jour, aucune suite n'a été réservée à cette plainte. Donc, vous voyez un peu le climat qui soit. Au plus, nous avons assisté à Oran, encore mieux, à l'intervention des services de sécurité à l'intérieur de la cour d'Oran, de l'enceinte de la cour d'Oran. Il y a des magistrats qui ont été malmenés. Nous avons une magistrat femme, j'ai des vidéos, qui a été malmenée par les gendarmes qui ont intervenu à l'intérieur du campus judiciaire, ce qu'on appelle Haram al-Qada'i, et jusqu'à l'heure actuelle, c'est une dame au grade de conseiller qui a été malmenée, qui a subi des violences physiques. Nous avons des vidéos et nous avons sa photo, etc. Et jusqu'à l'heure actuelle, aucune suite n'a été donnée à cette affaire. Donc là, ça ne fait que confirmer que de toute manière, si vous voulez, l'impunité est légalisée. Voilà, ça c'est mon avis. Merci beaucoup, Maître Ahmed Moubarak. Et maintenant, je donne la parole à Monsieur Drissi Nordine, qui est président de Planète Réfugiés Droits de l'Homme, pour dire un mot sur le sujet. Monsieur Drissi Nordine. Est-ce qu'il est connecté, Nasser, Monsieur Drissi? Allô? Oui, bonjour. Pardon, il y avait un petit problème de micro qui est rétabli. Vous m'entendez bien? Oui, oui. Oui, merci beaucoup. Je remercie les organisateurs et les organisatrices pour cet échange qui est très important sur le lien entre disparition forcée et la lutte contre l'impunité. Je vais d'abord répondre à une question qui a été soulevée par Nassira. Je vais m'exprimer en français, pardon. Et je vais essayer de ne pas parler trop vite parce que aussi la ligne est loin et j'espère que vous m'entendez bien. Par rapport à la question de Nassira, qui est une question très importante, le lien entre torture et l'imprescriptibilité, en fait. Et pour répondre à la question de Nassira, c'est dans le droit national qu'on va trouver la question de l'imprescriptibilité du crime de torture ou pas. Je donne juste un exemple sur l'évolution que ça peut être dans un pays. Je vais sortir du contexte algérien que je connais moins et mon propos sera beaucoup plus large pour essayer d'ouvrir, parce qu'aussi je suis moins légitime de parler du contexte algérien que vous et des droits fondamentaux en Algérie. Donc c'est pour ça que je me permets d'élargir. Je travaille beaucoup sur la Mauritanie, qui est un État qui n'est pas très très loin de l'Algérie, où on a eu des évolutions justement sur la question de la définition du crime de torture. Et ça revient à ce que, et je vais prendre cet exemple pour répondre à la question de Nassira sur la question du crime de torture. Jusqu'en 2011, on avait une loi en Mauritanie. D'ailleurs, on avait une loi qui, dans la même loi,
on avait l'interdiction de la torture et de la disparition forcée. Donc, il y avait pas, la torture n'était pas à l'époque, jusqu'en 2011, en Mauritanie, une infraction autonome. C'était une infraction qui se trouvait dans la même loi, avec une loi qui englobait en fait la torture et la disparition forcée. En 2013, il y a une nouvelle loi qui a été adoptée en Mauritanie qui fait de la torture, alors 2 points importants sur le plan juridique, qui est vraiment très important. Après, ça ne veut pas dire que ça suit sur le plan de la mise en œuvre, hein, comme c'est le cas en Algérie de ce que vous décrivez. Donc, la situation en Algérie, moi aussi, me parle beaucoup par rapport à ce que je peux suivre aussi en Mauritanie. Les 2 points importants dans la loi de 2013 sur sur l'interdiction de la torture, c'est que la torture, effectivement, par la loi mauritanienne de 2013, devient un crime imprescriptible. Et en plus, c'est possiblement, la loi le prévoit, un crime contre l'humanité. Donc, on a eu 2 ajouts dans cette loi 2013, et c'est encore une fois c'est un exemple pour vous montrer que c'est dans le droit national finalement que ça se règle, cette question. Et il faut au moins aller chercher, malheureusement, sur le plan international. C'est dans le droit national, donc les législateurs mauritaniens qui ont pris l'engagement de reconnaître la torture comme un crime imprescriptible, et ensuite de le considérer possiblement comme un crime contre l'humanité. Donc ça, c'est 2 choses qui me semblent importantes aussi à mentionner par rapport à la question de Nacira. Mon propos, Nacira m'avait demandé de parler un petit peu de l'impunité et de remettre un peu dans le cadre, y compris sur le plan juridique, des points importants. Donc je vais prendre quelques minutes pour le faire. Quand on parle de lutte contre l'impunité, évidemment, sur le plan théorique et sur le plan juridique, on revient en particulier sur les 4 piliers de Jouanet, qui sont le droit de savoir, le droit à la justice, la garantie de non-répétition et le droit à la réparation. C'est pas très intéressant que je revienne sur le plan théorique là-dessus, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de venir sur la mise en œuvre, en fait, et la mise en pratique de ces 4 piliers de Lou Jouanet. Le droit de savoir, juste un petit rappel sur le plan juridique, il est présent en droit international des droits de l'homme, il est aussi présent en droit international humanitaire. Hein, c'est important dans des contextes, il y a des contextes de conflit où on a des disparitions forcées. Donc ça, c'est très important aussi d'avoir en tête ces deux sources juridiques importantes, ces 2 corpus juridiques importantes. Et l'article important pour nous sur le droit de savoir, sur la Convention sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, c'est l'article 24. L'article 24 de la Convention sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées revient sur la question du droit de savoir pour les familles. Et ce qui est important aussi, c'est pour ça que je mentionne cet article 24, c'est qu'on a aussi les fondements de la lutte contre l'impunité dans cet article 24. On retrouve les 4 piliers qui ont été décrits par Lou Jouanet dans cet article 23, le droit de savoir, le droit à la justice, la garantie de non-répétition et le droit à la réparation. Donc cet article-là est vraiment très important. Malheureusement, la Convention, comme vous le savez, la Convention sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées de 2006, que vous connaissez très bien, l'Algérie n'est pas partie à cette convention, comme beaucoup d'États en fait. Hein. Il y a seulement une soixantaine d'États, il y en a 63. Après avoir vérifié tout à l'heure sur le site des Nations Unies, 63 États partis, et c'est assez faible finalement par rapport aux autres conventions qu'on a sur les droits fondamentaux. La Convention des droits de l'enfant, c'est tous les États sauf un. Les États-Unis n'ont pas ratifié la Convention contre les droits de l'enfant, pour les droits de l'enfant, pardon. La Convention contre la torture, parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est à peu près les 2 tiers des États. Entre les 2 tiers, un tout petit peu plus des 2 tiers des États membres des Nations Unies, donc il y a 193 États membres qui ont signé, qui sont partis à cette convention. Donc vous voyez la convention sur les disparitions forcées, on est loin du compte. Même une convention qui a été adoptée à la même période en 2006, la convention sur la protection des personnes handicapées, sur laquelle je travaille également, elle a été beaucoup plus ratifiée que la convention contre les disparitions forcées. Elle est moins politique, vous le comprenez bien, que la convention sur la protection contre les disparitions forcées, mais voilà, ça mérite d'être mentionné. C'est une convention qui est extrêmement sensible et extrêmement politique parce que en filigrane, elle touche aussi à la question de la lutte contre l'impunité, à la redevabilité de l'État, au devoir de l'État de protéger les personnes qui sont sur son territoire, qu'ils soient citoyens ou pas de ce territoire, et quel que soit le statut des personnes. Et il y a la question de l'accès au droit, on y reviendra tout à l'heure, parce que c'est un point que je voudrais aborder. Donc cette question de la lutte contre l'impunité, en fait, c'est un ensemble en fait,
pour y parvenir sur le terrain de façon concrète, c'est un ensemble de mesures qu'il faut prendre et qui sont donc très compliquées à prendre dans différents contextes, y compris, je le comprends très bien de l'extérieur sur le contexte algérien, parce que voilà, il y a beaucoup d'obstacles en fait sur la question de la lutte contre l'impunité ou sur des vecteurs qui permettent de lutter contre l'impunité en Algérie comme dans d'autres contextes. Et c'est ce que j'aimerais en fait juste aborder, discuter avec vous. Et si vous avez des questions, évidemment, je serais plus que ravi de pouvoir y répondre. Donc la lutte contre l'impunité, elle s'inscrit dans un écosystème qui est politique, un écosystème juridique. Et on a différents moyens de pouvoir lutter contre l'impunité. Il y a différents acteurs, il y a une panoplie d'acteurs qui peuvent permettre de lutter contre l'impunité. Mais le problème, il faut qu'il y ait différentes conditions. Une des conditions, c'est que les systèmes politiques ne soient pas verrouillés. Donc la question, par exemple, du pluralisme politique, un pluralisme politique réel avec un multipartisme réel, c'est aussi une condition de lutter contre l'impunité parce que c'est aussi une condition où, dans un système multipartite, on a des libertés d'association qui sont présentes, on a des libertés d'opinion qui peuvent être exprimées, et libertés d'association, d'opinion et de circulation, d'association, j'ai déjà dit. Et tout ça, un système multipartite peut le permettre. Un système politique ouvert peut le permettre. Et ça, c'est un moyen aussi de lutter contre l'impunité parce que quand on a un système politique ouvert, quand on a de liberté d'association, y compris la liberté d'association de pouvoir avoir réellement des associations qui travaillent sur la question des personnes disparues, ça s'inscrit aussi dans ce cadre-là, on peut aussi relever des manquements de l'État, on peut aussi publiquement dénoncer des exactions ou dénoncer des manquements, encore une fois, de la part de l'État. Mais ça suppose aussi l'exercice réel de liberté collective, au-delà des libertés individuelles, des libertés d'expression, des libertés collectives aussi des associations. Donc on a un système politique qu'il faut aussi prendre en compte, qui peut être vecteur effectivement de lutte contre l'impunité. On a aussi un système juridique. Et là, les différentes interventions, que ce soit les témoignages des familles qu'on a entendues ou les témoignages des avocats juste avant, il nous parle beaucoup de système judiciaire. Et c'est normal parce que le système judiciaire, c'est la clé de voûte, une des clés de voûte aussi de la lutte contre l'impunité. Quand on a des magistrats qui, comme je l'ai entendu tout à l'heure, qui peuvent accepter, sur le cas que mentionnait au début en introduction Nassera, sur des cas individuels de personnes qui allèguent d'être torturées et qui le disent devant les juges, devant les magistrats ont un devoir, et ça c'est inscrit dans le droit international, c'est un des articles de la Convention contre la torture, ont le devoir de ne pas admettre les preuves qui seraient obtenues sur la torture comme élément du procès. Ils ont un devoir de le faire. C'est de la déontologie et c'est du droit international. Mais ça, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, et tout simplement, tous les magistrats peuvent peut-être ne pas être au courant aussi de cela. Donc ça, c'est très important, cette question du système judiciaire, de la bonne administration de la justice, du rôle des magistrats, du rappel des principes juridiques aussi. Un État, c'est un principe de droit international, il doit juger ou extrader. S'il ne juge pas, il doit extrader, avec des conditions. Voilà, on ne peut pas extrader non plus n'importe comment. Il y a aussi des protections sur certaines personnes qui peuvent risquer des choses suite à une extradition. Je pense par exemple à des personnes, par exemple, qui risqueraient, si elles sont extradées dans un autre pays ou un pays d'origine, si elles risquent une disparition forcée, l'État n'a pas le droit juridiquement c'est un principe moral et un principe juridique de renvoyer ce qu'on appelle le principe de non-refoulement. Donc on a des principes, le principe de la bonne administration de la justice, du rôle des magistrats, de l'indépendance de la justice, d'une justice qui applique des normes déontologiques, et on a des principes de déontologie internationale, le principe de Bangalore, de la bonne administration des magistrats et de la justice. Le principe dont je vous parlais tout à l'heure de non-refoulement, il est inscrit aussi dans la Convention, pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Le fait d'avoir aussi des formations qui sont collégiales, donc des magistrats qui ne jugent pas à un seul, mais à 3 ou plusieurs juges avec des juges assesseurs, c'est aussi un garant de bonne administration de la justice, et c'est un vecteur aussi de lutte contre l'impunité, et c'est très très important.
Je ne vais pas revenir sur, parce que vous les connaissez aussi, les structures qui peuvent exister en matière de justice. On a la justice pénale internationale aussi, qui est effectivement un vecteur de lutte contre l'impunité. Là, je ne vais pas développer. Si vous avez des questions, on peut en parler après. Il y a aussi évidemment la question des personnes disparues au cœur de la justice transitionnelle et du droit de savoir, avec des structures comme on en a eu au Maroc, avec des succès et des grosses faiblesses ou encore beaucoup de questions de la part de familles de disparus marocaines. On a eu aussi en Tunisie, actuellement, on a aussi l'instance Vérité et Dignité, aussi sur la justice transitionnelle. Donc, on a ces structures-là, mais le problème, c'est qu'on demande beaucoup à ces structures. On demande beaucoup trop à ces structures-là sur le plan temporel, d'examiner des violations. Je pense par exemple à l'IVD en Tunisie. On avait fait une mission d'ailleurs en 2013, je crois, Nassera, hein, c'était au 2012-2013 en Tunisie, sur la question de la justice transitionnelle. Alors, c'était à l'époque où justement on parlait beaucoup de l'IVD en Tunisie. Le mandat de l'IVD, il est énorme. Et elle doit, en gros, l'IVD doit, cette instance en Tunisie, doit examiner 50 ans de violation des droits fondamentaux en 4 ans. C'est impossible. Donc, on a des structures qui existent, mais à lesquelles on demande en fait de remplir des mandats qui sont impossibles à tenir. Et ça, c'est pas, même si sur le papier, c'est un vecteur de lutte contre l'impunité, bah, finalement, les dés sont pipés dès le départ. Et ça va être compliqué pour ces structures-là effectivement de faire ressortir de donner la parole à toutes les familles des victimes ou victimes elles-mêmes qui ont pu subir les violations de droits fondamentaux, et y compris des questions en lien avec la torture ou les disparitions forcées, voilà, ou des familles d'exécution, des familles qui ont des membres exécutés sommairement. Donc ça, c'est très important. Je voulais juste encore 2 points qui me semblaient importants dans ces perspectives du lien entre à considérer pour le lien entre lutte contre l'impunité et disparition forcée. C'est le lien avec d'autres actions, d'autres programmes qui peuvent concourir à la lutte contre l'impunité. Je pense par exemple à la question de la réforme des systèmes de sécurité, ce qu'on appelle la réforme des systèmes de sécurité. Donc, quand on sort d'un conflit en général dans le cadre de la construction de la paix dans un conflit, l'État peut décider de réformer ces systèmes de sécurité, c'est-à-dire la police, c'est-à-dire la gendarmerie, c'est-à-dire la magistrature, pour faire en sorte de mettre au sein de ce système de toute la chaîne pénale, en fait, des nouvelles personnes, mais avec des critères départ de nomination, ce qu'on appelle les lois de lustration, par exemple en Europe centrale orientale, ou le système du vetting, c'est-à-dire de mettre des critères déontologiques pour faire en sorte que les personnes qui travaillent au sein des administrations soient en phase avec l'éthique qui est prônée par l'État et par les administrations. En gros, qu'il n'y ait pas de sang sur les mains, par exemple. C'est ça que ça veut dire. Donc ça, c'est très, très important. Système de réforme de système de sécurité ou de désarmement, démobilisation et réintégration, les processus DDR. C'est aussi important de savoir, dans un conflit, on peut avoir, ou après un conflit, on a eu des personnes qui ont pu être représentants de l'État ou de groupes armés qui ont pu commettre des crimes de disparition forcée. Ces personnes-là pourront être intégrées au sein d'une armée, mais pareil, il y a un certain nombre de choses à reconsidérer sur le plan des normes déontologiques et de l'éthique et des codes de bonne conduite de la part de ces policiers, de ces gendarmes ou encore une fois de la magistrature. Je pense qu'il y a un des points essentiels sur la lutte contre l'impunité, c'est que, et vous le faites, c'est de la rendre tangible en fait. Donc le témoignage pour moi, c'est le témoignage des familles ou de personnes qui ont subi des disparitions forcées, qui ont des victimes donc de disparitions forcées. Il est essentiel pour bien comprendre les dimensions du phénomène. Ça, c'est important. Et pour moi, ça fait partie aussi de la question non seulement de l'accès au droit, parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas que la disparition forcée est un crime et donc elles peuvent, par exemple, sur le papier en tout cas, même si une des interventions nous a montré que c'était très compliqué dans le cas, je le comprends bien, algérien, de porter plainte, mais certaines personnes ne le savent pas. Ne savent même pas qu'il y a ces droits fondamentaux et qu'elles peuvent exercer ces droits. Et que l'État est redevable, sur le papier en tout cas déjà, sur ce droit. Donc si on ne connaît pas ces droits, on ne peut pas les faire valoir. Et dans beaucoup de pays, c'est le cas. Encore une fois, moi je travaille, comme je vous le disais, en Mauritanie.
c'est le cas de beaucoup de personnes en Mauritanie qui ne savent pas en fait qu'il y a eu des exécutions sommaires et des disparitions forcées à la fin des années 80, début des années 90 en Mauritanie. Et beaucoup de personnes en fait ne savent pas que potentiellement elles pourraient en fait demander des comptes à l'État. Donc c'est aussi une chose aussi très, très importante à avoir en tête. Et puis une dernière chose qui me semble importante, c'est la question de, ça c'est plus une question de stratégie ou de plaidoyer en lien avec la question de la lutte contre l'impunité. Je ne suis pas sûr que ça soit non plus applicable dans le cas, dans le cas algérien, parce que je vois aussi les défis qui se posent, hein, à la fois pour les familles au niveau individuel et collectif pour faire en sorte que les familles soient entendues. Mais c'est, je pense, il y a un enjeu de représentation, il y a un enjeu de participation et d'inclusivité dans la question de la lutte en fait contre l'impunité et de la lutte contre toute violation des droits fondamentaux finalement. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que ici, on a les Nacera, je crois, et d'autres intervenants parlaient du rôle des femmes dans la lutte contre l'impunité ou dans la lutte contre les violations des droits fondamentaux. Les femmes sont, de mon expérience, mais c'est valable aussi pour quand vous regardez les processus de négociation au niveau international ou de médiation au niveau international, n'ont pas encore tout le rôle qu'elles pourraient jouer en fait en termes de lutte contre l'impunité. On retrouve, et le panel le montre, hein, les voix des disparitions forcées, ce sont les mères ou ce sont les filles ou ce sont les sœurs. Mais dans les processus politiques, moi, mon analyse, j'arrive à l'analyse que finalement les femmes sont peu représentées. Donc ça demande aussi au niveau des institutions ou des autres acteurs para-étatiques une réflexion pour inclure les femmes, pas seulement d'avoir des femmes qui soient des porte-voix qui sont très importantes sur les familles de disparus, parce qu'elles sont mères, filles ou sœurs, etc., mais aussi dans les instances politiques. C'est important aussi d'avoir des femmes parce que les femmes portent aussi certains sujets plus que parfois les hommes. Voilà. Donc ça, c'est une chose qui me paraît importante à mentionner et de travailler aussi, ce sera mon dernier point, de travailler aussi sur cette question d'inclusivité, la question du territoire. Et vous le faites, je pense, pour avoir travaillé avec Nacera et voyant comment elle travaille aussi avec le CFDA, vous le faites aussi à votre niveau, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays. Ce que je veux dire, c'est que les familles de disparus, ce n'est pas seulement les familles de disparus dans les capitales. Il faut aussi entendre, il faut aussi aller challenger au niveau et aller quelque part demander une redevabilité de certaines institutions dans les autres territoires, les autres territorialités. Ça va dépendre de comment un État est constitué. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas seulement aller dans les capitales, mais en termes de pression, en termes de plaidoyer. Je ne sais pas si c'est applicable dans le cas algérien, ça me paraît très compliqué, mais je parle de façon plus large. D'aller aussi, si c'est un système avec des gouvernorats, d'aller dans différents gouvernements, des gouvernorats, et d'aller au niveau territorial, d'aller aussi demander des comptes, en fait, à l'État, et pas seulement au niveau des capitales. Vous voyez, c'est important aussi de jouer sur les différents niveaux de territorialité pour faire en sorte que la thématique de la lutte contre l'impunité, de la lutte contre les disparitions forcées ou de la lutte contre toute violation des droits fondamentaux soit aussi comprise comme une revendication qui émane des provinces, qui émane de régions, qui ne sont pas seulement des questions qui sont discutées au sein des capitales ou au sein des cabinets ministériels dans les capitales. Voilà. Ça me paraît très important de le rappeler, parce que ce n'est pas souvent le cas. Moi, dans mes travaux de terrain, j'ai pas beaucoup d'exemples où en fait on utilise ces différents niveaux de territorialité pour faire valoir les droits. Et c'est important. Et c'est une question aussi d'égalité d'accès aux droits finalement. L'État est représenté dans différentes provinces et il doit rendre des comptes à ces différents niveaux de territorialité. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et si vous avez des questions, je serais ravi évidemment d'y répondre. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Dressi. C'est vraiment gentil. Alors, donc, on passe la parole à maître حدوش ناصرة. السيدة حدوش ناصرة هي السيدة محامية لدى المحكمة العليا بولاية تيزي وزو،
وعضو في رابطة المحامين. قبل أن نقدم الأستاذة حدوش نصيرة، لا يجب نكران أن العائلات هذه عانت في فترة التسعينات من الإفلاس من العقاب، وهذا الأخير اللي هو الإفلاس من العقاب لا لوت كونتر لامبونيتي لا يزال مستمر، ويعني ولازم تكون هنالك حلول لهذا الأخير. إذن بدون إطالة نقدم الكلمة للأستاذة حدوش نصيرة. أستاذة راكي معنا؟ ألو ماتر حدوش. Le micro, le micro. Voilà, vous m'avez fait oui. Azul, bonsoir, Massa al-Khair. Je remercie les organisateurs et les organisatrices, comme je remercie tout ce qui est sur le plateau. Je m'excuse pour ce retard. Je salue cette initiative. Effectivement, le créneau d'aujourd'hui, c'est l'impunité. Moi, je suis Maître Hadoush Nassera, avocate de Tizi Ouzou. Je peux dire que nous, dans notre région, on a connu, on peut dire, on a connu 2001 qui est l'impunité. Mais il n'y avait pas de disparition forcée. Ça veut dire... Ok, s'il y a quelques questions à poser à Nordine, parce qu'il doit nous quitter à 16h et il est 16h. D'accord. دلال ما راحش تهضر. Il y a Maître Bouchachi qui est rentré, mais comme je te dis, Nordine qui doit quitter. Donc, si vous avez quelques questions, il me semblait que dans le cadre de la compétence universelle, il y a prescription sur le crime de torture. Il faudrait que je peux vérifier ça et revenir, parce que je ne veux pas dire de bêtises. C'est possible. Je ne sais pas si c'est 10 ans ou plus, je ne sais pas. Il faudrait que je vérifie. Non, il me semble que c'est 10 ans. Je vais vérifier ça. Ouais. Oui, c'est ça. C'était ça ma question. J'ai une question pour Nordine Drissi. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord. Alors, ma question est, comment passer d'un pacte de l'oubli, du mensonge et du silence, à un pacte de la mémoire avec une vraie justice transitionnelle, une nouvelle à prendre de la réconciliation? D'accord. On a 3 heures. Parce qu'en 5 minutes, ça va être un peu compliqué. C'est un très beau sujet, c'est une très belle question, mais qui peut nous amener sur beaucoup de choses. Alors, non, quelque chose que j'ai pas mentionné, je l'ai un peu mentionné en filigrane, mais elle est très importante, votre question, parce que elle parle de mémoire et elle parle de l'oubli. Et en fait, que ça soit en Algérie ou ailleurs ou en France, la question de l'oubli, de la question de l'histoire, de la mémoire, l'histoire mémorielle, en fait, elle est très importante. Et elle est très importante pour notamment les jeunes, les jeunes générations. On a en France des jeunes qui remettent de plus en plus en cause des faits historiques parce qu'ils ne l'ont pas vécu eux-mêmes, parce que leurs parents n'ont pas vécu et parce que leurs grands-parents n'ont pas vécu. Vous voyez ? Je pense par exemple à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. On a des jeunes en France qui nient le fait qu'il y ait des camps de concentration, par exemple, parce qu'ils sont victimes de la désinformation. Et parce qu'ils n'ont pas aussi, alors c'est au-delà de l'enseignement, parce que l'éducation aussi, peut-être, les parents, les grands-parents n'ont pas fait que voilà, il y ait cela de transmis. Moi, ça me parle particulièrement parce que avant d'être juriste, j'ai fait des études d'histoire. Donc, la question mémorielle m'intéresse au plus haut point. Et je pense que c'est un point extrémité. Et la solidarité internationale, elle est très importante et elle peut concourir à faire en sorte que… Alors, le pacte de l'oubli, c'est peut-être beaucoup par rapport à ce qu'on pourrait faire, mais en tout cas, à ce qu'on n'oublie pas et à ce qu'on puisse pouvoir. Vous voyez ? Et un droit de savoir qui s'exerce sur non seulement, qui doit être exercé non seulement pour les familles de disparus, mais aussi pour le citoyen lambda, parce que c'est une question de citoyen aussi, c'est une question qui concerne tout le monde.
tout le monde n'est pas concerné au premier chef, tout le monde n'est pas concerné de la même façon, tout le monde n'est pas victime, mais tout le monde a le droit de savoir. Vous voyez, et en particulier, évidemment, quand on parle de disparition forcée, les familles de disparus. Donc ça, c'est très important d'impliquer la jeunesse non seulement de les impliquer, non seulement de leur dire, leur réexpliquer ce qui s'est passé, mais aussi qu'eux-mêmes soient actifs dans cette préservation mémorielle. Vous voyez, et ça, c'est très important. Et puis, la lutte contre le pacte de l'oubli, si vous voulez, et de faire en sorte qu'on arrive à un pacte de la mémoire. J'avais travaillé il y a quelques années sur la question des disparus dans les Balkans, notamment en Serbie, au Kosovo, dans cette région-là. Et les États et les sociétés civiles, elles ont eu différents moyens en fait, de faire en sorte qu'on n'oublie pas. En Kosovo, par exemple, il y avait eu un monument, comme c'est dans d'autres pays, hein, un monument de rappel des victimes de disparition forcée. Donc, il y a différents moyens de se rappeler que ça s'est passé, que les jeunes le visualisent, surtout les jeunes générations le visualisent. Et ça, il y a différents moyens de le faire. Il y a différents moyens. Les monuments, les archives, par exemple, vous voyez, de mettre à disposition les archives, qu'elles soient connues, qu'elles soient exploitées sur la question en lien avec des exactions du passé. Je parle des archives parce que moi, je me rappelle très très bien, on en avait beaucoup parlé avec Nassera en 2013, suite à la mission que j'avais faite en Tunisie, c'est que les archives, elles devenaient en Tunisie en 2013, les archives sur des personnes potentiellement disparues, ça devenait une arme politique, en fait, les archives, parce que chacun, plus ou moins, les archives n'étaient pas centralisées, chacun avait plus ou moins ses archives, donc il y avait les archives des ministères, mais aussi des archives de particuliers. Et en gros, ces archives-là, ces dossiers, ces archives étaient utilisés pour des leviers politiques. Si je n'obtiens pas ça, je vais sortir ce dossier. Vous voyez, et ça, voilà, alors évidemment, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Déjà, premièrement, il faut que, dans la mesure du possible, il faut que ces archives et la mémoire, donc elles soient évitées aussi. Parce que vous parlez du pacte de l'oubli, puis j'arrête là, parce que sinon, ça va nous emmener pendant 3 heures. Mais vous parlez du pacte de l'oubli, mais il y a aussi la question de la révision de l'histoire. C'est aussi un autre point qui est hyper important. Vous voyez, il y a un fait qui est d'oublier ce qui s'est passé, mais il y a aussi le fait de réécrire de façon erronée, faussement ce qui s'est passé. Et ça, c'est aussi dangereux que le pacte de l'oubli. Et c'est aussi dangereux pour préserver une mémoire qui soit fidèle à ce qui s'est passé. Après, on peut tout savoir, en histoire, il y a des courants différents qui voient les choses de différentes façons, mais les faits doivent rester les mêmes. Et ça, c'est aussi dangereux que l'oubli, de réécrire l'histoire en changeant les faits. Ça se fait beaucoup en France notamment, hein, mais ça se passe aussi dans beaucoup d'autres pays. Et ça, c'est extrêmement dangereux, aussi dangereux quelque part que l'oubli. Voilà, donc ça sera peut-être ma conclusion là-dessus. Merci beaucoup, M. Drissi. C'est vraiment gentil pour votre réponse. Maintenant, on donne la parole à Madame Haddouche une autre fois, je crois, elle est là. Madame Haddouche, Maître Haddouche. Allô? Rebonjour, rebonsoir. Je m'excuse pour ce problème de connexion. Il n'y a pas de problème. على كنت تسمعوا فيا Oui, on est là. Voilà. Bon, j'ai parlé de l'impunité de 2001 et où aussi, avec le Hirak, on a connu les arrestations arbitraires. Ça veut dire, on a d'ailleurs ce qu'on appelait des kidnappings et des séquestrations. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun respect de la règle de droit, ni le mandat d'amener, ni le mandat d'arrêt. Et la personne détenue, on l'informe même pas qu'il est en état d'arrestation, qu'il peut faire appel, ou s'il n'est pas d'accord pour qu'il va faire appel, ou les chefs d'accusation, ou pourquoi il se trouve, qu'il peut, même quand on vous dit qu'il a le droit de communiquer avec sa famille, mais c'est comme on récite l'article 53, les articles de code de procédure pénale, sans savoir, même dans les PV, sans savoir quand on lui a dicté ses droits, est-ce qu'il a usé, est-ce qu'il a
est-ce qu'il a fait valoir ses droits? Est-ce qu'il a appelé le membre de la famille? S'il a appelé le membre de la famille, c'est qui ce membre de la famille? Bien que ici, pendant l'arrestation, il y a l'absence totale de l'avocat pendant les 48 heures. Quand l'inculpé est dans les commissariats, ils n'ouvrent pas le droit à la présence de l'avocat dès la première arrestation. Dans ce cas-là, c'est pour dire qu'il n'y avait pas de procès équitable dès le départ. Au-delà ça veut dire tous ces articles qui protégeaient les droits de l'inculpé, pendant leur absence, on se retrouve dans une violence. Ça veut dire qu'il y a l'usage de violence à l'encontre des arrêtés. Comme vous voyez tous, il y avait, c'est connu dans les commissariats, des coups, etc. Mais l'histoire qui a fait déborder, la goutte qui a fait déborder le vase, c'est qu'on a pu avoir un détenu qui a osé parler de la torture qu'il a subie au commissariat et au DGIC, qui est Naqish Walid. Je remercie infiniment la collaboration avec Maître Sofiane Chouiter, qu'avec lui, nous avons réussi à joindre le droit international et le droit interne. Dans ce sens, nous sommes, ça veut dire on a réussi à faire une action en justice en déposant la plainte selon l'article 264 du Code pénal algérien, c'est un article, ça veut dire c'est un nouveau article qui a été adopté en 2004. Bien sûr, en faisant valoir aussi la ratification de la Convention internationale contre la torture, spécialement les articles 12, 13 et 15, et l'article 1 qui définit les actes de torture. Pour cela, ce que je veux dire, ça veut dire bien qu'on a ratifié la Convention de 89, la question qui a été posée, les crimes, ça veut dire la torture, nous avons réussi à déposer la plainte aussi à temps. C'est très important parce que c'est suite à cette plainte qui nous a permis de faire un procès de la torture, bien que ce n'est qu'un début d'une affaire. Ça veut dire maintenant, la plainte, tout le monde sait que Mazal en a juste le dépôt de plainte, mais on a vu la mobilisation citoyenne et même l'opinion publique internationale et nationale. Voilà ce que je ne sais pas, parce que je m'excuse avec la mauvaise connexion, je n'ai pas pu suivre les dires des uns et des autres. J'espère que j'étais dans le contexte. Sinon, je préfère des questions. Moi, j'ai une question à Maître Douche. Il se trouve que pendant les années 90, nous avons connu ce que nous avons connu, hein, les massacres, les viols, la torture systématique dans les commissariats, dans les casernes. Caserne Antar, nous, on connaît. On ne la connaît pas à l'intérieur, mais on la connaît de l'extérieur. Et on a de nombreux témoignages de personnes qui ont été torturées dans cette caserne. Et à l'époque, c'était aussi la caserne de Châteauneuf. Comme je disais tout à l'heure, beaucoup de femmes ont été torturées aussi. Je parle de femmes parce que c'est, on imagine, on a du mal à imaginer qu'une femme se fait torturer. On a entendu tout à l'heure Madame Tiarti parler de la torture qu'elle a subie à Dalbeda, cette caserne d'Albeda à Oran. Et il y en a eu d'autres aussi qui ont subi plein de nombre de tortures qui dépassent l'entendement. Hein. Moi, j'ai récolté des témoignages qui sont affolants, on se demande si ce sont des êtres humains. En fait, c'était une période où tout le monde, surtout les agents de l'État, étaient déshumanisés. Moi, je l'ai connu à mes dépens, malheureusement. Quand je cherchais mon fils partout, j'entendais ce que disaient les policiers, les gendarmes. Voilà. Et nous, on
on travaille pour l'établissement de la vérité et nous demandons une commission pour la vérité en Algérie pour les crimes du passé. On parle en droit international, on parle des garanties de non-répétition. Donc voilà, comme l'histoire ne s'est pas faite, elle ne s'est pas écrite, Bouteflika nous a imposé le silence en nous disant il faut tourner la page, et il a fait la concorde civile, puis ensuite la charte pour la paix et la réconciliation nationale pour faire taire toute voix qui dénonçait les exactions des années 90, et la vérité ne s'est pas faite. Et voilà pourquoi l'histoire se répète. Voilà, ma question, c'est comment pouvons-nous faire en sorte de mettre en place une commission vérité pour les crimes du passé afin que ces crimes ne se répètent plus, parce qu'on voit que l'histoire s'est répétée encore, se répète encore aujourd'hui. On ne dit pas c'est répété parce que Walid Naqesh a eu le courage et il a tous les honneurs d'avoir dénoncé ça en pleine audience, mais beaucoup ne l'ont pas fait. Jusqu'à maintenant, il y en a beaucoup qui n'osent pas parler de ce qu'ils ont subi. Voilà ma question à Maître Haddouche. C'est comment on va arrêter ces actes, c'est ça? Ça ne se répète pas, c'est ça? Pour que ça ne se répète pas, oui. Oui, pour que ça ne se répète pas. La question, comment arriver à ne pas répéter, c'est… Les crimes oui, effectivement, comme vous avez vu, le fait d'en parler, voilà, le crime… Non, je pense que tant qu'on n'a pas fait le procès équitable, tant qu'on n'a pas que la justice, parce que c'est seul le procès équitable peut… Ça veut dire, ce que je veux dire, quand on raconte, quand on sort du silence, chacun a sa version, chacun a sa vérité. Mais une fois, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qui peut nous faire avancer? Si la justice rendue, ça veut dire un procès équitable. C'est qu'il y aura le débat contradictoire entre le bourreau, le tortionnaire et la victime. Ça veut dire, c'est ça, pourquoi l'utilité? Ça veut dire, déjà le fait de parler, c'est un début de ce qu'on appelle un début d'une thérapie. Oser parler, briser le silence. Briser le silence, c'est déjà énorme. Mais briser le silence, c'est d'éviter le refoulement. Parce que vers la fin, ce qu'on a vécu avec Naqesh, ce n'est pas le cas de Naqesh qui a fait trop mal pour la société algérienne, mais c'est la mémoire collective et tant de crimes commis et qui sont dans l'impunité. C'est le réveil, je peux dire, c'est le réveil de la mémoire collective contre ces abominables actes. Dans ce sens, on n'a jamais, tant qu'on n'a pas rendu justice, on n'a pas pu franchir l'étape de refoulement. Certes, on a parlé, mais on n'a pas trouvé une solution. C'est pour ça qu'on demande des procès dans la justice transitionnelle. La justice transitionnelle, oui, il y aura un pardon. Mais pour arriver à pardonner, pour arriver à tolérer, on doit remettre les choses dans leur contexte. Qu'est-ce qui s'est passé? La confrontation, à ma connaissance, est plus qu'utile. Parce que c'est avec la confrontation, avec la discussion qu'on dit que jaillit la lumière. Que chacun enfin, je connais la vérité, enfin, je sais ce qui s'est passé réellement. Et seule la justice peut assurer ce que je vous dis. Nous, en 2001, on connaît notre vérité, parce qu'il y a la présomption d'innocence. Tant qu'il n'y a pas la présomption d'innocence, nous sommes dans l'obligation de respecter cette présomption d'innocence qui permet à un procès équitable. Si on demande un état de droit, si on veut réellement la transition. Dans ce cas, c'est la justice qui va nous permettre d'arriver à cette transition et à permettre à l'Algérien de s'accepter et d'arriver aussi à avoir une vraie tolérance. Comme il disait Bachir Hajali, il dit au tortionnaire, on ne vous fera jamais, ça veut dire jamais, on va commettre les actes que vous avez commis à l'encontre de nous. Mais ce comportement, ces actes doivent cesser. Voilà ce que je veux dire. Et pour le cas de Naqesh, comme vous voyez, on vient de lancer un comité contre la torture et les conditions d'incarcération inhumaines. Il est temps de parler, il est temps de changer les choses, il est temps de respecter la dignité humaine. Sachant que
comme vous avez remarqué tous, surtout les détenus des Hirak, il y a la présomption, on ne respecte même pas la présomption d'innocence parce qu'ils étaient malmenés pendant l'arrestation, ça veut dire la détention préventive avant le procès. Ça veut dire déjà, on n'a jamais respecté, on n'a jamais dit cette personne, peut-être, elle est innocente. La présomption d'innocence, dans ce cas, tous les détenus pratiquement ont été malmenés et violentés pendant cette période, entre l'arrestation et la détention préventive, alors que la liberté provisoire qui est un principe dans le droit. Voilà ce que je veux dire. Merci. Merci, Maître Haddouche. Je ne sais pas si M. Bouchachi est là, il est connecté. Il y a Nawel, il y a Nordine qui voudrait ajouter un petit mot avant de partir. Alors, Excuse-moi. on lui donne la parole. D'accord. Et après, on entendra Maître Bouchachi. Désolée. Hein. Merci beaucoup. Hein. Juste parce que c'est une question évidemment importante. La question de Nassira, donc c'est comment faire en sorte qu'il y ait une commission en fait sur la justice traditionnelle en Algérie. C'est ça ta question, Nassira? Oui. Alors, ça, je suis oui. complètement en lien avec ce que disait auparavant Maître Haddouche. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être faites via des actions qui peuvent être réalisées via le renforcement du procès équitable, ça c'est sûr. Les garanties, le respect des garanties judiciaires minimales, donc le fait effectivement de pouvoir avoir un avocat dès le départ, de pouvoir voir un médecin aussi si on a été victime de torture par exemple, consigner ce qui s'est passé possiblement. Si on ne parle pas une des langues qui est prioritaire dans le procès, d'avoir aussi un accès à l'interprétariat. De pouvoir aussi contester la légalité de sa détention. C'est important parce que parfois il y a des détentions qui sont illégales et qui peuvent être constitutives du début d'une disparition forcée. Donc tout ça est important. Après, la vraie question pour moi sur la commission, mais je veux juste poser la question et je n'ai pas de réponse, Nassira, c'est est-ce que le bon vecteur, c'est la commission? Est-ce que le bon vecteur, c'est la commission? Est-ce que c'est pas aussi, parce que c'est un objectif qui me paraît, moi, de l'extérieur, je pense qu'on ne va pas être d'accord, Nassira, mais on est là pour discuter. Et encore, moi, je suis de l'extérieur, donc je suis beaucoup moins, encore une fois, le contexte algérien. Mais est-ce que c'est réalisable, en fait, dans le contexte aujourd'hui politiquement réalisable? Est-ce que c'est un objectif qu'on peut atteindre même à moyen terme? Moi, j'ai plein de questions, je ne sais pas. Par contre, des petites actions, comme le disait Madame Maître Haddouche, par contre, sur des cas individuels, de renforcer les garanties judiciaires minimales, de faire en sorte qu'on ait véritablement des procès qui soient plus équitables, avec des magistrats qui soient plus formés, et surtout, et c'est le point que je voulais aborder, avec une justice, avec une magistrature, une justice qui soit indépendante et impartiale, et qui applique, encore une fois, les principes déontologiques qui sont très importants, de l'intime conviction, de savoir que quand on condamne quelqu'un, on condamne, c'est pas sur une accointance politique, mais c'est vraiment sur des faits qui sont vérifiés avec des preuves, et pas autrement. Et donc pour moi, si tu veux, la question de la commission, un des premiers paliers pour pouvoir parvenir à une commission, pour moi, c'est de travailler sur la magistrature, en fait, sur l'indépendance, l'impartialité, l'indépendance par rapport aux politiques, quel que soit le contexte, hein, je pense que c'est aussi des questions qui se posent dans le contexte algérien, mais l'indépendance par rapport aux politiques, l'impartialité, pour avoir une justice qui fasse barrage, en fait, qui fasse en sorte, qu'est-ce qu'on veut en fait? On veut que ça soit le droit qui prime sur le politique, c'est la primauté du droit dans un système politique, et ça c'est l'état de droit. On est en plein dans la concrétisation de l'état de droit, et c'est ça qu'il faudrait avant tout. Alors c'est encore plus, si tu veux, c'est peut-être encore plus hypothétique qu'une commission, mais je pense que des petites actions concrètes au quotidien via des cas individuels qui puissent faire en sorte que l'état de droit puisse exister sur des cas, pour moi déjà, on luttera contre l'impunité et on luttera contre, par rapport le quatrième pilier, notamment de la lutte contre l'impunité, les garanties de non-répétition, c'est aussi un moyen. Le procès équitable, le respect des garanties judiciaires minimales, faire en sorte d'avoir une justice indépendante, impartiale et de qualité. Voilà, pour moi, ce sont les vecteurs principaux. Et je m'arrête là.
Merci, monsieur Justement, Driss. on a pour projet d'organiser très prochainement un débat sur l'indépendance de la justice en Algérie. Donc, ça va se faire. Très bon Voilà. courage. Merci. Et je vous laisse sur le coup parce que je dois partir. Un grand merci à tous et à tous pour vos témoignages. Merci beaucoup. On vous donne la... On remercie monsieur Drissi, Nordine. Et maintenant, je crois qu'on va donner la parole à monsieur Bouchachi, qui a un problème de connexion parce qu'il est sur l'autoroute. Donc, Nassera, est-ce que monsieur Bouchachi il est connecté avec? Non, je pense qu'il est arrivé. Hein. Il me semble qu'il est dans son bureau là, mais je ne le vois plus. Oui, il m'a dit qu'il était sur l'autoroute. Je viens de parler au téléphone. Là, il n'est plus sur l'autoroute. Je te dis que je l'ai vu dans son bureau. Ouais. Il n'est plus là. Je crois qu'il va revenir parce qu'il vient de m'appeler sur téléphone. D'accord. Ben, rappelle-le. En attendant, s'il y a des questions, rappelle-le. En attendant, est-ce qu'il y a des questions? En fait, moi, j'ai une question. J'ai une question pour Madame Haddouche. Voilà. Madame Haddouche, Aïna? Oui, je suis là. Allô? Allô, D'accord. J'ai une question. D'accord. Alors, comment élargir la notion de violation? Comment élargir la notion de violation des droits humains et crimes aux crimes économiques et écologiques? Maître Bouchachi qui est revenu. Hein? D'accord. Donc, on va donner la parole à monsieur Bouchachi. Après, on va donner la parole à madame Haddouche pour qu'elle nous réponde sur la question. Monsieur Bouchachi? Allô? Je ne sais pas là, il s'est Nassera. Non, le micro est fermé. Donc, le problème est là ou là? Je ne sais pas, ou là, ou là, comme. J'essaye de leur réactiver son micro, mais ça ne veut pas. Le problème, c'est la connexion, apparemment. Je crois que c'est la connexion. Allô, maître? Ah, voilà. Ah oui, il est en voiture. Oui. Allô? Oui. Allô, oui. Bonjour, maître Bouchachi. Marhaba. Merci. Toi, tu vas bien? Vous m'excusez vraiment, hein? Ouais, Je voyageais de l'ambiance des Cheikhs. Ouais. Je suis arrivé maintenant, il n'y avait pas de champ, alors je ne pouvais pas intervenir ni être connecté. Maintenant, je suis à l'autoroute, alors j'essaye de suivre les débats. Merci. Connexion. Vous me remerciez, rendre hommage à vous faites l'Algérie. Barakallahu fik. Allô? Allô? Il y a un problème de connexion. Jette la connexion. C'est problème de connexion. Hein? Téléphone, on n'arrive pas à toucher à faire. Allô, maître? Allô? Oui, Nassera. C'est là? Je suis à vous, c'est vous. Là, si ça ne veut pas de rouler encore au loin, on va essayer de Allô? Mustafa? Allô? On l'a perdu.
On l'a perdu parce qu'il est sur l'autoroute, donc... Bon, on va laisser Maître Haddouche répondre en attendant. Alors, la question pour Maître Haddouche. Est-ce que vous avez la question, Seda? Oui. Est-ce que vous pouvez me répéter la question? Désolée. J'ai pas compris. Allô? Oui, Anisma Fek. Alors, comment élargir la notion de violation des droits humains et aux crimes économiques et écologiques? C'est ça ma question. Ah, ça veut dire que, voilà, comment parler des droits de l'homme et avec les droits humains, avec le problème écologie et économique. Quelle est la relation entre les deux autres? Oui, c'est ça. Tout d'abord, comment on peut relier les trois questions? C'est parce que ça a une atteinte à la dignité humaine. كرامة الإنسان. كرامة الإنسان هي حياة الإنسان حياة اقتصادية سياسية وذاتية. Ça veut dire le respect de l'être humain en tant qu'individu, le respect de l'être humain dans une société et dans une cellule familiale. Pour dire que comment ne pas violer, ça veut dire une fois on respecte les droits de l'homme, une fois on respecte la dignité humaine, la personne dans la société est respectée, il a le droit de savoir ses droits, de connaître ses droits et ses devoirs. Une fois la personne connaît ses droits et ses devoirs, elle va falloir, ça veut dire ce qu'on appelle le droit civique, elle va défendre ses droits. Dans ce cas-là, le problème écologique et économique, leur impact, ce n'est pas des impacts directs sur la personne, mais c'est des impacts indirects et catastrophiques. Ce que je veux dire, ça veut dire, quand on parle de problème d'écologie, on ne le voit pas dans les médias. Mais dans quelques années, dans le non-respect de l'écologie, ça va porter atteinte à la terre entière. Et qu'il parle de la terre, il parle de la vie de l'être humain. Dans ce sens-là, c'est pour ça que c'est très important de faire attention parce que les crimes contre l'humanité, même quand tu mets la vie d'une personne en péril dans quelques années, c'est l'espoir que tu tues. Et dans le non-respect, ça veut dire c'est la toxication, dans le non-respect de l'économie de la personne et de son épanouissement, dans ce sens, c'est comme une autre forme de civisme et d'atteinte à la dignité humaine. C'est pour ça que je dis, d'ailleurs, il y a des pactes spéciaux qui parlent de socio-économique qu'on doit assurer. Merci. Je vous en prie. Donc, M. Bouchachi, normalement, il est connecté. Est-ce que Rakmana, Stade Bouchachi? Allô? Maître Bouchachi? Pour les personnes qui sont connectées avec nous, faire de la conférence, est-ce que vous avez des questions? Je ne parle pas des personnes qui le centre. Je parle des personnes. Anis qui pose une question à Maître Haddouche. Vous avez évoqué le printemps noir de 2001. En tant qu'avocate, sentez-vous que la répression du régime s'exerce plus fortement en Kabylie que dans les autres régions du pays? Merci et bravo pour votre intervention. Merci. Merci. Je pense que la répression existe à l'échelle nationale, mais c'est juste que notre région se révolte et crie haut. Comme vous savez, on crie très haut. Quand on a mal, il y a la solidarité entre nous et on n'accepte pas. D'ailleurs, vous nous connaissez tous, nous sommes dans la rue, vous vous rappelez tous des images de 2001 parce qu'on a été révoltés, le mal est toujours là, on vit avec ce mal parce que tant de mobilisation, tant il y a la commission d'ISAD qui a fait son travail formidablement, elle a montré deux doigts qui sont les responsables de ce crime qu'on appelle le génocide, etc. Mais nous sommes incapables
de rendre ce qui est malheureux. Nous sommes incapables de rendre justice pour les victimes de 2001. Allah yarhamhum jami'an. Dans ce cas-là, pour les exactions, ça veut dire c'est comme vous venez de voir, comme on vient d'entendre les témoignages de 90, qui est la dessinée noire, c'est à l'échelle nationale, il y a des tortures, il y a des viols, il y a tout, mais c'est bien Naqish Walid de Tizi Ouzou qui a déposé plainte, qui a dit ces mots au moment opportun. Ça veut dire c'est très important la question de temps et comment agir, parce que je comprends bien qu'il y a cette peur, ça veut dire le fait de dire on a toujours peur des représailles, mais des fois, il faut surmonter, je ne sais pas, est-ce que c'est un courage, est-ce que c'est un désespoir total, mais il y a des moments qu'il faut placer notre mot au moment opportun. Je sais toute la différence qu'il a fait Naqish, il a placé son mot, il a déposé plainte au moment opportun et selon le droit national et international. C'est ce qui fait juste la différence. Entre les exactions et la répression, ça m'étonnerait qu'elles sont tellement différentes à l'échelle nationale. Merci. Merci, Maître Hebdouche, mais juste pour revenir sur ça, c'est que nous, les familles de disparus, nous n'arrêtons jamais de déposer des plaintes. On dépose des plaintes au moins une fois par an devant la justice. Et moi-même, je suis mère de disparus, donc j'en dépose tout le temps. Mais on n'a jamais de réponse. Sinon, si ce n'est pas des longs-lieux, on n'a pas de réponse. Et nous avons déposé plainte aussi des mères de disparus qui ont témoigné d'avoir été torturées dans des commissariats. On l'a crié haut et fort, on a fait des conférences de presse, on a dénoncé tout ça et tout, mais jamais personne ne nous a entendus ou fait écho de la violence subie par ces personnes-là. Ce n'est pas faute d'avoir dénoncé, au contraire, on dénonce, on a fait des rapports. J'ai fait un rapport au comité contre la torture en 2008. Je suis en train de demander à ce que l'Algérie soit examinée par le comité contre la torture très prochainement, parce que ça fait 12 ans qu'ils n'ont pas déposé leur rapport pour être examinés. Mais personne ne nous entend et personne n'a réussi à comment dire, approfondir nos plaintes au niveau de la justice algérienne. Alors, nous avons fait condamner l'Algérie à plusieurs reprises au comité des droits de l'homme. Nous avons déposé, je dis moi parce que c'est bon, je parle de moi, j'ai déposé 26 communications maintenant individuelles au comité des droits de l'homme. L'Algérie a été condamnée par le comité à 16 reprises jusqu'à maintenant. Et nous avons écrit récemment, nous avons saisi récemment le procureur pour dire que les engagements internationaux priment sur le droit national et qu'ils doivent exiger de mettre en œuvre ces recommandations, mais il n'y a toujours pas on n'a toujours pas de réponse. Bon, je me permets de te tutoyer. Je salue ton courage, Nassera. Je connais ton parcours. Sofiane Schwitter, il ne cesse de te donner comme exemple de la lutte et de persévérance. Et comme il dit Sofiane, peut-être on n'a pas réussi à rendre justice pour Nassera et les autres, mais on a minimisé, ça veut dire on a réussi quand même à arrêter le processus des disparus. Ça veut dire ça se répète, on ne peut pas dire ça se répète plus, mais par rapport, si on voit le nombre qui existait avant et maintenant, il y a moins, ça reste, tu es plus concerné que moi, mais je pense il y a toujours, de plus en moins, il y a plus ces disparitions forcées. D'ailleurs, on parle des années 90. Ça, je salue le travail que vous avez accompli. Bien aussi, on revient, ça reste le travail individuel. Pour un vrai changement, il faut un travail collectif. Il ne suffit pas d'une personne, mais on a besoin de plusieurs personnes, des forces et des forces. C'est pour ça que je vous dis la différence entre hier et aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des instruments qui nous permettent, c'est vrai, il y a des instruments, mais comment dirais-je, on les fait connaître, leur existence et la façon de les utiliser. Ça veut dire le savoir que cet instrument, cet moyen peut me permettre de rendre justice, pourquoi ne pas le faire? Mais ça ne doit pas être des cas individuels. Ça veut dire toute personne qui était sujet, on doit encourager
encourager le travail de toute personne qui a été sujet de torture, de disparition forcée, doit déposer la plainte. Parce que le nombre, vous le voulez ou pas, la solidarité et le nombre fait la force pour qu'on arrive à changer la situation. Merci. Très bien, merci. Je suis d'accord, tout à fait. C'est l'union qui fait la force. Je suis contente. Merci. J'ai hâte de vous rencontrer, enfin de te rencontrer, Nassera. Merci beaucoup. Réciproque, c'est réciproque. On va faire un débat sur l'indépendance de la justice. Moi, ça me tient beaucoup à cœur parce que, comme disait Nordine Delissi, sans une justice indépendante, même avec une commission vérité, on va écouter les victimes, on va écrire des rapports et puis après, ça s'arrêtera là. Donc, nous, il faut qu'on travaille sur l'indépendance de la justice, qui est le premier pilier de l'état de droit. Voilà. Oui, c'est très important. Oui. Question pour tout le monde. J'ai une question encore. Pensez-vous que la jeunesse algérienne d'aujourd'hui a une bonne connaissance de la guerre civile des années 90, malgré le tabou autour de ce conflit et la volonté de l'État d'étouffer ce qui s'est passé? Question à tous. Qui veut répondre? Vous pouvez répondre. Ouais, je peux. Je sais pas si vous m'entendez, Maître Mabrak. Oui, oui, on vous entend. Moi, personnellement, je doute fort que toute la génération qui est née, qui a maintenant, qui participe d'ailleurs, la jeunesse qu'on voit au Hirak, par exemple, j'ai eu très souvent à poser cette question. Je crois que très peu ont une idée de ce qui s'est passé. Ils ont quelques images, quelques flashs qu'ils ont entendus par oui dire ou par des proches ou dans un discours véritablement théorique, mais véritablement les gens qui ont vécu ou qui ont une idée précise de ce qui s'est passé durant cette décennie, je crois qu'il y en a très peu. Et c'est c'est véritablement un problème. Très souvent, les gens parlent, par exemple, du débat sur les détenus de 90, sur les violences exercées par les militaires ou par les groupes terroristes, mais chacun a un avis pratiquement figé, c'est-à-dire il a une image, il a un avis théorique, mais en réalité, il n'a aucune connaissance de la réalité. Mis à part les gens qui ont l'âge et qui ont vécu ces périodes, je crois que la jeunesse actuelle ne connaît pas son histoire. Il y a véritablement une absence d'une histoire officielle, enfin histoire officielle ou histoire réelle. De toute manière, très peu de gens connaissent la réalité de ce qui s'est passé. Merci, maître. Je le dis encore plus grave. Moi-même, je suis quand même depuis plus de 46 ans entre magistrature et barreau. J'ai vécu les années 90, j'étais déjà au barreau. Et donc, nos jeunes confrères, avocats, eux-mêmes, ceux qui ont moins de 10 ans dans la profession, etc., qui sont nés après cette date, ne connaissent rien à la réalité, ni de la justice de cette période, ni aux événements, ni à l'histoire de ce qui va. Ils ont quelques bribes d'histoire, mais la réalité, personne ne la connaît. De toute façon, même notre histoire, enfin l'histoire de l'Algérie est en train de se construire. Et je vois dans les intervenants, nous avions une AIA à Oran, sur un espace public, on avait créé ce qu'on appelle la Gada politique place d'armes, où il y avait des échanges d'idées. Nous recevions des gens de la coloration islamiste ou autres, ou des gens qui ont d'autres tendances. Mais chacun vient vous raconter, si vous voulez, vous donne un point de vue sur cette partie de l'histoire de l'Algérie, mais sans connaissance de cause. C'est un aspect, c'est une vue purement théorique. Donc, véritablement, il est nécessaire de cultiver, si vous voulez, la mémoire et revenir à l'histoire et que toutes les parties qui ont participé, si vous voulez,
à cette partie de l'histoire de l'Algérie, d'en faire état. Et quand vous parlez tout à l'heure, vous parlez de l'indépendance de la justice, sous cet aspect aussi, nous avons vécu par exemple la justice des années 90 avec les tribunaux spéciaux, les procédures spéciales, les relations avec les services de sécurité qui étaient auteurs d'enlèvement, mais qui aussi parfois eux-mêmes victimes d'actes terroristes. Donc, de toute façon, il y a toute une histoire, je pense, à recompiler, à réécrire, et qu'on attribue à chacun sa part de responsabilité dans les événements que nous avons vécus durant cette. Merci. Et là j'ajouterai juste un point, comme a dit tout à l'heure un des intervenants. Le débat serait sur l'indépendance de la justice, parce que ce n'est qu'avec une justice indépendante surtout du politique, qui permettrait éventuellement de construire un État de droit et poser tous ces aspects de la torture, de l'impunité, etc., devant une justice indépendante et qui n'appliquerait que le droit pour tous. Voilà. Bon, merci, Ahmed Moubarak. Moi aussi, j'ai une question à tous. Alors, à quel obstacle se heurtent ceux qui luttent contre l'impunité et quel rôle peut jouer la société civile? Donc, la question est adressée à Madame Haddouche et Monsieur Ahmed Moubarak, et aussi pour Monsieur Bouchontier, je ne sais pas. Des questions pour tous. C'est sûr que là, chez nous, de toute façon, je pense que depuis le 22 février, nous commençons à avoir une construction d'une société civile. Effectivement, nous avions une forme de société civile, mais érigée par le système. Moi, je considère que jusqu'à l'avènement du Hirak, il n'y avait pas de société civile. Donc, je pense que la brèche est ouverte. Il y a énormément si vous voulez, de sujets qui sont actuellement ouverts, qui ont été ouverts dans le débat politique. Et donc là, la société civile doit se reprendre. Et c'est donc sous cet aspect, je pense que toutes ces associations qui existaient, comme les femmes, les gens, les disparus, les victimes du terrorisme, toutes ces personnes doivent venir et s'unir et venir à l'intérieur. Moi, je pense qu'à l'intérieur du Hirak, toutes ces voix doivent se faire entendre. Il y a une reconstitution, de toute façon, de la société civile et donc de la société politique en Algérie. Donc, je crois qu'on a une opportunité qui s'est ouverte depuis une année ou une année et demie. Et je crois que chacun de nous doit prendre ses responsabilités pour d'abord se remettre en cause et éventuellement voir en quoi nous n'avons pas réussi. Par exemple, pour ces associations de disparus qu'on voit, moi j'ai suivi leur combat durant ces 10 ou 15 ou 20 dernières années. Pourquoi elles n'ont pas abouti? Parce que le système avait fermé, si vous voulez, les portes aux organisations, aux associations, etc. Maintenant, le débat est ouvert, le Hirak est venu. C'est vrai que nous n'avons pas réussi à faire passer une constitution un peu plus ouverte, mais je pense que dans ce débat actuel, on a une nouvelle constitution, on va faire avec, puisqu'il y a d'autres associations qui vont se nouvellement créer avec un nouveau statut. Maintenant, on pense qu'on va arriver à la simple déclaration. Et donc, c'est pour ça que je dis que la société civile doit se réorganiser et agir chacun dans son domaine pour au moins aboutir à une véritable indépendance de la justice. À partir du moment où on arrivera à une justice indépendante, si vous voulez, de l'exécutif, parce que là, le problème actuel, c'est que la justice
appartient à l'exécutif. Elle dépend de l'exécutif. Elle ne peut pas être indépendante tant qu'elle n'est pas indépendante du pouvoir politique et de l'exécutif. Partant de là, l'exécutif est terminé. On ne peut pas exercer véritablement un droit dans ce domaine de l'impunité, dans le domaine de la torture, dans le domaine des exactions. Actuellement, on a vu pendant une année des arrestations arbitraires, le non-respect des codes de procédure pénale, les droits des gens sont bafoués dans les commissariats et au niveau des tribunaux. On amène les gens en comparution immédiate devant les tribunaux. On les met en détention pour un délit d'opinion, alors que c'est un délit, normalement, c'est un droit. Le droit d'expression est reconnu par la Constitution, alors qu'on leur applique certaines règles qui ne sont pas applicables. Le délit d'opinion n'est pas punissable, et pourtant, il y a des gens qui ont été emprisonnés dans des circonstances anormales, sans respect de procédure, sans respect nous avons des affaires où il n'y a pas de respect de garde à vue, il n'y a pas de respect des droits, puisque vous avez des gens qui pour des délits d'opinion à travers Facebook, des écrits de Facebook, à travers des écrits, sont emprisonnés. Là, c'est véritablement, là, c'est les droits, les principaux droits, les principales libertés sont bafouées. Donc, c'est pour ça que je dis qu'actuellement, la société civile est en pleine reconstitution. Il faut qu'on se reconstitue, il faut qu'on se réorganise. Et si vous voulez, le débat est ouvert. Il faut que les gens se réapproprient l'espace public, se réapproprient l'espace des droits et que chacun apprenne à défendre ses droits. Je pense que c'est l'un des premiers droits et l'une des premières obligations que doit avoir un citoyen pour créer une société qu'on peut appeler société civile, une société citoyenne, c'est que chacun apprenne apprenne qu'il a le droit et le devoir de défendre ce droit et ses libertés. Et à partir de là, c'est comme ça qu'on peut constituer une société démocratique et construire éventuellement un État de droit. Merci, Maître Ahmed Moubarak. Et on vient de clôturer notre conférence. Maintenant, je donne la parole à Madame Nassera Detour pour clôturer cette conférence. Madame Nassera Detour. Merci Nawel, merci. Je remercie tous les intervenants, les participants. Nous avons encore beaucoup de travail à faire, malheureusement. Et malheureusement, le Covid n'a pas amélioré la situation. Donc, ce Covid nous bloque un petit peu, mais j'espère que ça va bientôt se résorber, qu'on va pouvoir revivre une vie normale et nous battre, que je puisse déjà venir en Algérie, parce que là, je suis bloquée depuis presque un an maintenant. Et que je puisse venir en Algérie, qu'on fasse bouger un petit peu la société algérienne et sur cette question d'impunité et sur les crimes des années 90 qui se répètent encore aujourd'hui. Merci beaucoup, merci à vous tous. À très bientôt pour un débat prochain sur l'indépendance de la justice. À bientôt. Il y aura que les avocats. À bientôt. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir. Très bien. Au revoir. Merci, Nassera. Au revoir. Merci beaucoup. Au Merci, revoir. Maître Moubarak. Merci beaucoup. Maître Bouchachi, même s'il n'a pas pu se connecter, on le remercie. Sur le sujet de l'indépendance de la justice, je voudrais bien être parmi les premiers. D'accord. Très bien. Ah, okay. Allez, bonne soirée à tous. C'est un peu mon dada. D'accord, très bien. Ben, ça me fait plaisir de l'entendre. C'est bien. Ok, ça. Allez, bonne soirée à tous.